renversement nocturne précis, presque muet. Après des mois d'exaspération, la prolongation controversée du mandat, puis la dissolution du Parlement ont servi d'étincelle, et les manifestations ont mis à nu une gouvernance jugée déconnectée, des services publics en crise et des rumeurs de corruption. Au matin, des soldats tiennent pont, axe et radio nationale. Le président est arrêté. Les frontières sont fermées. Un calme contrôlé s'installe, entre stupeur, soulagement et peur, tandis que l'Afrique de l'Ouest guette l'effet domino. Pourquoi, dans ce récit, Ibrahim Traoré devient-il la comparaison qui dérange? Ce récit promet une lecture claire d'un basculement qui dépasse l'événement brut. Il s'agit de comprendre ce qui est réellement en jeu lorsque des institutions fragilisées cèdent sous la pression combinée d'une rue mobilisée et d'une armée décidée à agir. Le bénéfice pour le lecteur est précis. Distinguer ce qui relève d'un soulagement immédiat de ce qui engage des risques durables pour la gouvernance, la cohésion sociale et la stabilité régionale, en une formule simple: clarifier les enjeux réels derrière le renversement. L'enjeu central tient à une promesse implicite. Si la transition parvient à restaurer un minimum d'efficacité institutionnelle, elle peut recréer de la confiance et éviter l'enlisement. Si elle échoue, elle normalise l'idée que la force supplée durablement le politique, ouvrant un précédent difficile à refermer. Cette tension structure tout le débat: efficacité contre légitimité, ordre contre représentation, court terme contre trajectoire démocratique. La question directrice est donc simple mais lourde de conséquences. Ce renversement est-il un correctif exceptionnel à une impasse ou le signe d'un glissement plus profond du modèle politique régional? La rupture n'a pas commencé la nuit de l'arrestation, mais bien plus tôt, et un chiffre le signale clairement: en 2 ans, la participation électorale en Guinée-Bissau a chuté d'environ 30%, révélant un décrochage progressif entre institutions et population. Ce déclin silencieux précède le coup de force et explique pourquoi celui-ci a trouvé un terrain déjà fragilisé, où la légitimité était largement entamée avant toute intervention militaire. Cette mini-révélation change la lecture des événements. Ce qui s'est produit n'est pas un surgissement soudain, mais l'aboutissement d'une accumulation de frustrations politiques, économiques et sociales. Pendant des années, l'instabilité interne a érodé la confiance dans l'État. Administration peu efficace, services publics défaillants, sentiment persistant que les décisions majeures se prenaient loin des préoccupations quotidiennes. À cela s'est ajoutée l'image d'un pouvoir distant, renforcé par l'absentéisme prolongé du président, souvent hors du pays, ce qui a nourri l'idée d'un État absent lorsque les tensions montaient. Le point de bascule intervient avec la prolongation controversée du mandat présidentiel, perçu comme un abus de pouvoir. Ce geste a cristallisé des colères jusque-là diffuses. Les manifestations ne visaient plus seulement une décision juridique contestée, mais un système jugé obsolète et incapable de se réformer de l'intérieur. La dissolution du Parlement a ensuite agi comme un accélérateur. Pour une large partie de la population, elle a confirmé que les mécanismes institutionnels ne jouaient plus leur rôle d'arbitrage. C'est dans ce contexte régional que le nom d'Ibrahim Traoré commence à circuler avec insistance. Les transitions militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont fourni un cadre de référence implicite. Ibrahim Traoré, par son rôle à Ouagadougou, est devenu un symbole comparatif, non pas parce qu'il dirige directement les événements à Bissau, mais parce qu'il incarne une alternative perçue, celle d'un pouvoir plus autoritaire, présenté par certains comme plus efficace face à l'effondrement institutionnel. Ainsi, le coup de force en Guinée-Bissau apparaît moins comme une imitation que comme une convergence. Les mêmes causes produisent des réponses similaires dans un Sahel élargi où la patience démocratique s'érode. La question n'est plus seulement ce qui a déclenché la chute du gouvernement, mais pourquoi,
À ce moment précis, elle est devenue socialement acceptable. Dans les heures qui ont suivi le renversement, deux acteurs ont immédiatement structuré la scène, l'armée et la population. Les forces armées ont agi avec une discrétion méthodique, occupant les ponts, les axes stratégiques et la radio nationale sans affrontement majeur. Cette efficacité opérationnelle a surpris une partie des observateurs, habitués à associer les coups d'État à des épisodes de chaos visibles. Ici, le contrôle a été rapide, presque clinique, donnant l'image d'un pouvoir qui savait exactement ce qu'il voulait neutraliser. Du côté de la population, la réaction a été plus ambivalente. Dans certains quartiers de Bissau, le soulagement dominait, nourri par l'idée que l'impasse politique prenait fin. Ailleurs, l'inquiétude l'emportait, alimentée par la crainte d'un avenir confisqué par une gouvernance militaire durable. Les témoignages évoquent une capitale suspendue, où les rues semblaient calmes mais chargées d'une tension diffuse, comme si chacun attendait pour le prochain signal pour comprendre la nature réelle du changement. Un premier impact concret est apparu dans le fonctionnement quotidien de l'État. Les administrations ont continué à tourner au ralenti, sans directive politique claire, tandis que les autorités militaires tentaient d'afficher une continuité minimale des services. Cette phase transitoire a renforcé l'idée que le renversement apportait une solution immédiate, mais sans réponse évidente aux problèmes structurels accumulés. En arrière-plan, la comparaison régionale persistait. Le modèle incarné par Ibrahim Traoré revenait dans les conversations non comme un plan détaillé, mais comme un repère symbolique. L'impact précoce est donc clair. Le coup de force a restauré un ordre momentané, sans encore clarifier le sens du cap à long terme. Tout commence par une décision administrative qui paraît technique, presque abstraite, la prolongation controversée du mandat présidentiel. À ce moment-là, le débat reste institutionnel, porté par des juristes, des opposants politiques et quelques organisations civiles. Mais très vite, cette décision est interprétée dans la rue comme un symbole. Elle condense des années de frustration liées à la mauvaise gouvernance, à l'inefficacité des services publics et à l'impression persistante que le pouvoir se protège lui-même plutôt que la population. Ce premier déclencheur transforme une controverse juridique en question de légitimité politique. La montée en tension est progressive mais constante. Les manifestations se multiplient, d'abord sporadiques, puis plus visibles avec une participation croissante des jeunes. Les slogans évoluent eux aussi. On ne parle plus seulement de mandat ou de constitution, mais d'abandon, de corruption présumée et d'un État incapable de répondre aux besoins élémentaires. La gestion défaillante des services publics, déjà fragiles, devient un point de ralliement. Chaque panne, chaque retard administratif est interprété comme la preuve supplémentaire d'un système à bout de souffle. Le gouvernement, au lieu d'apaiser, adopte une posture perçue comme défensive et autoritaire, ce qui accentue la rupture avec la rue. Le véritable pic survient avec la dissolution du Parlement. Cette décision agit comme un choc. Pour beaucoup, elle signifie que les derniers garde-fous institutionnels viennent de tomber. Les soutiens du président invoquent la légalité formelle de la mesure, mais cet argument pèse peu face à une population déjà convaincue que la légitimité politique s'est évaporée. À partir de là, la crise change de nature. Ce n'est plus un bras de fer politique, mais une impasse totale, où aucun mécanisme civil crédible ne semble capable de rétablir l'équilibre. C'est dans cette atmosphère saturée que l'armée entre en scène. Elle n'apparaît pas comme un acteur improvisé, mais comme un observateur patient qui a laissé la crise atteindre son point de rupture. Les premières rumeurs de coup d'État circulent, alimentant à la fois la peur et l'attente. Lorsque l'intervention a lieu, elle est rapide, ciblée et largement silencieuse. Les unités prennent position sur les points stratégiques, la radio nationale est sécurisée
Les axes principaux sont contrôlés. L'arrestation du président se fait sans affrontement majeur, renforçant l'impression d'une opération calculée plutôt que d'une explosion incontrôlée. Les heures suivantes constituent la phase de réplique. La population découvre un nouveau rapport de force. Certains célèbrent la fin d'un régime jugé illégitime, d'autres s'interrogent déjà sur la durée et la nature de cette transition militaire. Les observateurs régionaux, eux, replacent immédiatement l'événement dans une séquence plus large. Les précédents du Sahel reviennent à l'esprit et le nom d'Ibrahim Traoré est cité comme point de comparaison, non pour ses décisions concrètes, mais pour ce qu'il symbolise, une rupture assumée avec un ordre politique discrédité. Ce fil des événements révèle une logique implacable. Chaque étape prépare la suivante jusqu'à rendre l'intervention militaire pensable puis acceptable pour une partie significative de la société. La question qui demeure est alors cruciale. Cette acceptation est-elle un simple réflexe face à l'urgence, ou le signe d'un basculement durable dans la manière de concevoir le pouvoir? Avant le renversement, la situation pouvait sembler figée. Après, certains indicateurs révèlent une rupture nette, même si elle reste fragile. Le premier chiffre clé est déjà connu, mais il mérite d'être posé comme point de départ. En 2 ans, la participation électorale a reculé d'environ 30%, passant d'un niveau déjà faible à un seuil critique. Cette baisse n'est pas un simple détail statistique. Elle traduit un désengagement progressif puis massif d'une population qui ne croit plus que le vote puisse corriger les dérives du pouvoir. Autrement dit, bien avant l'intervention militaire, le contrat civique était déjà rompu. Ce chiffre prend tout son sens lorsqu'on le met en regard d'un second indicateur, moins visible mais tout aussi structurant: l'absence prolongée du président. Selon plusieurs témoignages concordants d'acteurs politiques et sociaux, le chef de l'État a passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de son mandat. Cette donnée n'est pas seulement symbolique, elle a eu des effets concrets sur la gouvernance quotidienne. Les arbitrages tardaient, les conflits locaux s'enlisaient, et les administrations fonctionnaient sans impulsion claire. Dans les zones rurales comme dans la capitale, cette distance physique a été interprétée comme une distance politique, renforçant le sentiment d'abandon. Le troisième élément chiffré est moins précis mais tout aussi déterminant: la durée cumulée de la crise institutionnelle. Pendant plusieurs mois, les tensions se sont installées sans résolution, jusqu'à atteindre un point de saturation. La prolongation controversée du mandat présidentiel n'a pas créé la crise, mais elle en a marqué le basculement. À partir de ce moment, chaque décision gouvernementale était lue à travers le prisme de l'illégitimité. Les manifestations se sont intensifiées non pas par vagues soudaines, mais par une pression continue qui a fini par épuiser les canaux civils de médiation. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une dynamique claire. La chute de la participation électorale montre l'effondrement de la confiance. L'absentéisme présidentiel illustre la déconnexion du sommet de l'État. La durée prolongée de la crise révèle l'incapacité du système à s'autoréguler. L'intervention militaire apparaît alors, pour une partie de la population, comme une réponse à un vide déjà installé. Elle ne crée pas la rupture démocratique, elle la rend visible. C'est ici que la comparaison régionale s'impose à nouveau. Dans les débats publics comme dans les discussions informelles, le parcours d'Ibrahim Traoré est souvent évoqué en filigrane. Non pas pour ses chiffres exacts ou ses politiques spécifiques, mais parce qu'il incarne, aux yeux de certains, une réponse brutale à des indicateurs similaires: désengagement civique, perte de légitimité, crise prolongée. Cette référence agit comme un miroir. Elle renforce l'idée que, lorsque les chiffres signalent une défaillance systémique, la tentation autoritaire gagne du terrain. Ces preuves chiffrées ne disent pas que la transition militaire est une solution.
Elles expliquent pourquoi elle a été perçue comme acceptable à un moment donné. La vraie question, désormais, est de savoir si ces mêmes indicateurs évolueront dans le sens d'une reconstruction ou s'ils annonceront une nouvelle normalisation de l'exception. Deux lectures opposées s'affrontent depuis le renversement, chacune s'appuyant sur des arguments cohérents qu'il faut examiner sans les caricaturer. La première considère l'intervention militaire comme une réponse nécessaire à une impasse totale. Selon cette position, les mécanismes démocratiques avaient cessé de fonctionner bien avant l'arrestation du président. La chute de la participation électorale, l'absentéisme prolongé du chef de l'État et la prolongation controversée du mandat auraient vidé les institutions de leur substance. Dans ce cadre, l'armée n'aurait pas détruit l'ordre constitutionnel, mais comblé un vide dangereux, évitant un effondrement plus profond de l'État et une explosion sociale incontrôlable. Les défenseurs de cette lecture avancent un second argument, l'efficacité immédiate. Le renversement s'est déroulé sans affrontement majeur, les infrastructures clés ont été sécurisées rapidement et un minimum d'ordre a été maintenu. Pour eux, cette capacité d'action contraste avec des années d'inaction politique. Ils y voient la preuve qu'un pouvoir plus centralisé peut, au moins temporairement, restaurer la stabilité et créer l'espace nécessaire à des réformes que le système civil était incapable d'engager. La position inverse met en avant des risques structurels tout aussi sérieux. Ses partisans rappellent que l'efficacité à court terme ne garantit en rien une trajectoire légitime. En normalisant l'intervention militaire comme solution aux crises politiques, on affaiblit durablement la primauté du pouvoir civil. Le précédent est lourd. Chaque blocage futur pourrait justifier une nouvelle prise de contrôle par la force. Cette logique menace de transformer l'armée en arbitre permanent de la vie politique, ce qui fragilise les bases mêmes de la démocratie. Un second point critique concerne la temporalité. Une transition militaire, même présentée comme provisoire, tend à s'étirer si aucun cadre clair n'est fixé dès le départ. L'absence de contre-pouvoir institutionnel augmente le risque de dérive autoritaire, de décisions opaques et de marginalisation de la société civile. Ce scénario n'est pas théorique. Il a déjà été observé ailleurs dans la région, ce qui alimente les craintes d'un engrenage difficile à inverser. Entre ces deux lectures, une position intermédiaire émerge. Elle reconnaît que l'intervention a pu prévenir un chaos immédiat, tout en soulignant qu'elle ne constitue pas une solution en soi. La question centrale n'est donc pas de trancher entre salut ou menace, mais de comprendre sous quelles conditions cette transition pourrait cesser d'être une exception pour redevenir un pont vers une gouvernance civile crédible. À ce stade, la lecture change. La Guinée-Bissau ne se comprend plus seulement par ses propres fragilités internes, mais comme un maillon d'une dynamique régionale plus large où les transitions militaires cessent d'être exceptionnelles. Le renversement devient un signal observé, commenté et intégré dans les calculs politiques au-delà des frontières nationales. Ce glissement de perspective transforme un événement local en indicateur régional. Le point décisif tient à la circulation des références. Les expériences récentes au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont fourni un répertoire d'images, de récits et d'attentes. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré occupe une place singulière. Il n'est pas invoqué pour un programme précis, mais comme incarnation d'une rupture assumée avec un ordre politique jugé discrédité. Son nom fonctionne comme un raccourci symbolique. Autorité, efficacité supposée, rejet des élites civiles perçues comme défaillantes. Cette révélation modifie la hiérarchie des enjeux. La question n'est plus seulement de savoir si la transition bissau-guinéenne réussira ou échouera, mais quel message elle enverra à d'autres sociétés confrontées à des blocages similaires. Si l'ordre est maintenu sans amélioration visible des conditions de vie, le modèle perdra de son attrait. Si,
au contraire, une forme de stabilité tangible émerge, l'exemple pourrait se diffuser plus largement. Le basculement est là. Est là. La Guinée-Bissau devient un test silencieux où chaque décision pèse au-delà de ses frontières, dans un Sahel élargi déjà en quête de nouveaux repères politiques. Pour mesurer la portée réelle du renversement, il faut descendre au niveau des effets tangibles, là où les décisions politiques se traduisent en expériences quotidiennes. Le premier groupe concerné est l'État lui-même. Sur le plan institutionnel, la transition militaire a créé un double mouvement. D'un côté, un vide politique s'est ouvert, obligeant les administrations à fonctionner sans cap clairement défini. De l'autre, l'armée a tenté d'imposer une continuité minimale afin d'éviter l'effondrement complet des services publics. Cette tension a produit un état provisoire, opérationnel par inertie mais dépourvu de vision structurante à moyen terme. Pour le tissu économique, les conséquences ont été immédiates et ambivalentes. L'arrestation du président et la fermeture temporaire des frontières ont accru l'incertitude. Les investisseurs étrangers, déjà prudents, ont réévalué leurs engagements. Dans un pays fortement dépendant de l'aide extérieure et de quelques secteurs clés, cette hésitation a pesé sur la disponibilité des ressources. Les prix des produits de base ont continué à fluctuer et la perception d'une économie sous perfusion s'est renforcée. À court terme, la transition n'a pas apporté de soulagement économique clair, mais elle a cristallisé l'attente d'un changement de gestion plus rigoureux. Du côté de la population, l'impact est surtout psychologique et social. Pour certains citoyens, le renversement a marqué la fin d'un sentiment d'impuissance politique. Le simple fait de voir une action décisive a été interprété comme une reprise de contrôle, même symbolique. Pour d'autres, notamment dans les milieux urbains et parmi les jeunes, l'espoir s'est immédiatement accompagné d'une inquiétude, celle de voir la contestation confisquée par un pouvoir militaire durable. La société se retrouve ainsi partagée entre un soulagement immédiat et une vigilance accrue face à l'avenir des libertés publiques. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent largement les frontières bissau-guinéennes. Les voisins observent attentivement l'évolution de la transition, conscients qu'elle s'inscrit dans une séquence déjà visible au Sahel. Ici encore, la figure d'Ibrahim Traoré revient comme point de référence implicite. Son parcours alimente l'idée qu'un pouvoir militaire peut, au moins temporairement, rétablir un ordre perçu comme plus efficace. Cette comparaison renforce l'effet de miroir. Chaque succès ou échec en Guinée-Bissau sera lu comme une validation ou une mise en garde pour d'autres pays confrontés à des crises similaires. Ces quatre niveaux, État, économie, société, région, montrent que le renversement n'a pas produit de rupture nette et univoque. Il a ouvert d'un champ de possibles sans en fermer aucun. Les conséquences sont réelles, mais encore incomplètes, suspendues à des décisions qui n'ont pas été prises. C'est précisément cette indétermination qui rend l'épisode si sensible et si observé. À moyen terme, la transition en Guinée-Bissau peut suivre trois trajectoires distinctes, chacune reposant sur des choix politiques précis et des contraintes réelles. Le premier scénario, le plus sobre, est celui d'une stabilisation fragile. Dans cette hypothèse, les autorités militaires parviennent à maintenir l'ordre et à assurer une gestion minimale de l'État sans engager de réformes profondes. Les administrations reprennent progressivement leurs fonctions, les services publics fonctionnent de manière irrégulière mais continue, et les tensions sociales restent contenues. Ce scénario offre un répit, mais il laisse intactes les causes structurelles de la crise, rendant le pays vulnérable à de nouveaux blocages. Le deuxième scénario, plus ambitieux, est celui d'une refondation contrôlée. Ici, la transition s'accompagne d'un dialogue réel avec les acteurs politiques, sociaux et économiques. Des réformes institutionnelles ciblées sont engagées, notamment sur la transparence budgétaire, la gestion des ressources naturelles
et la lutte contre la corruption. L'objectif n'est pas une transformation instantanée, mais une reconstruction progressive de la légitimité de l'État. Ce chemin exige un leadership cohérent, une communication claire et des indicateurs mesurables de progrès. Il est porteur d'espoir, mais aussi exposé aux résistances internes et aux pressions extérieures. Le troisième scénario est le plus sombre, celui du blocage prolongé. Dans ce cas, les divisions internes, qu'elles soient politiques ou militaires, paralysent la transition. L'absence de calendrier crédible et de mécanismes de contrôle nourrit la méfiance populaire. L'économie continue de se dégrader, les partenaires internationaux hésitent à s'engager et la lassitude sociale s'installe. Ce scénario peut conduire à une fragmentation du pouvoir, avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices pour l'ensemble de la région. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de chercher à prédire laquelle s'imposera, il est plus pertinent d'observer les signaux faibles: clarté du calendrier politique, transparence des décisions économiques, capacité à rétablir des services publics visibles. Ces éléments, plus que les discours, indiqueront la direction réelle prise par la transition. Au-delà des institutions et des scénarios macro, la transition touche des groupes précis dont les attentes et les craintes structurent déjà la suite. Pour les jeunes, très présents dans les mobilisations, le renversement a d'abord été vécu comme une rupture symbolique avec l'impuissance. Beaucoup ont vu dans l'événement la preuve que l'ordre politique n'était pas immuable. Mais cet élan s'accompagne d'une vigilance nouvelle. L'expérience régionale a appris que l'espoir initial peut rapidement se transformer en désillusion si les opportunités économiques et l'espace d'expression ne s'élargissent pas concrètement. Les citoyens ordinaires, notamment dans les quartiers populaires et les zones rurales, observent la transition à travers un prisme plus pragmatique. Leur jugement dépendra moins des débats constitutionnels que de la continuité des services essentiels. Accès aux soins, fonctionnement des administrations locales, disponibilité des produits de base. Ce sont ces signaux quotidiens qui détermineront si le renversement est perçu comme un progrès ou comme une simple parenthèse de pouvoir. Tant que ces éléments restent instables, l'adhésion demeure conditionnelle. Pour les observateurs engagés, qu'ils soient membres de la société civile, enseignants, journalistes ou acteurs associatifs, la période actuelle est celle d'un arbitrage délicat. D'un côté, la reconnaissance que le système précédent était à bout de souffle. De l'autre, la crainte que la transition ne referme durablement l'espace du débat public. Leur rôle devient central: documenter, questionner, maintenir des exigences minimales de transparence, sans basculer dans une confrontation frontale qui pourrait justifier un durcissement du pouvoir. Enfin, les partenaires extérieurs et analystes régionaux regardent la Guinée-Bissau comme un indicateur avancé. Ils cherchent à comprendre comment une société réagit lorsque la rupture est acceptée sans effondrement immédiat. Cette lecture influence déjà les discours sur la stabilité, la souveraineté et les modèles de gouvernance en Afrique de l'Ouest. À ce stade, chacun est placé devant une même interrogation: attendre des résultats tangibles ou accepter une transition indéfinie au nom de l'ordre. Si la transition veut éviter de s'enliser, une feuille de route minimale s'impose, structurée autour de quelques étapes lisibles. La première concerne les institutions de base. Il s'agit de réactiver les administrations locales, de sécuriser le fonctionnement de la justice ordinaire et de garantir la continuité des services essentiels. Qui fait quoi, à quel niveau et avec quels moyens? Cette clarification immédiate est indispensable pour éviter que le pouvoir réel ne se concentre uniquement dans des circuits informels. La deuxième étape touche à l'économie et aux ressources. Renégocier les cadres existants dans des secteurs clés
comme la pêche, le bois ou l'agriculture, ne supposent pas des ruptures spectaculaires, mais des règles plus transparentes et compréhensibles. L'objectif est double: assurer des recettes minimales à l'État et montrer à la population que les ressources nationales ne sont plus perçues comme captées par une minorité. Sans ce signal économique, toute promesse politique restera abstraite. Vient ensuite la question des indicateurs de suivi. La transition ne peut se contenter de discours. Des critères simples, publiquement accessibles, doivent permettre d'évaluer les progrès. Délais administratifs, disponibilité des médicaments, entretien des infrastructures locales. Ces indicateurs ne résolvent pas tout, mais ils créent un début de redevabilité, même en l'absence d'élections immédiates. Enfin, un calendrier politique crédible est nécessaire. Il ne s'agit pas d'annoncer une date symbolique, mais de définir des étapes conditionnelles vers un retour au pouvoir civil. C'est ici que la comparaison régionale refait surface. Le parcours d'Ibrahim Traoré est souvent cité, non comme modèle à reproduire, mais comme rappel des attentes et des craintes liées à une transition prolongée. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle fixe seulement un cadre où la transition cesse d'être un état indéfini pour devenir un processus mesurable. La question reste ouverte. Ces étapes seront-elles réellement engagées ou resteront-elles au stade de l'intention? Un témoignage revient souvent dans les récits de ces journées décisives. Un officier anonyme a décrit Bissau comme une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement. Cette image résume l'état d'esprit collectif. Après des années d'instabilité, le pays a franchi un seuil. Ce n'est pas seulement la fin d'un gouvernement, mais la rupture d'une attente prolongée, celle d'un système qui devait fonctionner et qui ne fonctionnait plus. Dans les rues calmes, l'espoir et la crainte cohabitent. Le soulagement tient à la sensation que quelque chose a enfin bougé. La peur vient de l'incertitude sur ce qui remplacera durablement l'ancien ordre. Cette ambivalence traverse toutes les couches de la société. Elle nourrit des discussions discrètes, des comparaisons régionales et des projections parfois contradictoires sur l'avenir. C'est dans ce moment suspendu que la figure d'Ibrahim Traoré continue de réapparaître comme un motif de fond, non pas comme une solution clé en main, mais comme un rappel. La rupture peut redonner du souffle, mais elle peut aussi enfermer si elle ne débouche pas sur un horizon clair. La capitale figée devient alors un miroir pour toute la région. Une certitude demeure: la Guinée-Bissau ne pourra pas simplement revenir en arrière. Le seuil a été franchi et ce qui vient ensuite pèsera longtemps sur la mémoire collective. La transition en Guinée-Bissau dépasse désormais le cadre d'un événement politique ponctuel. Elle s'inscrit dans une interrogation plus large sur la manière dont les sociétés réagissent lorsque les mécanismes civils cessent de produire des réponses crédibles. Ce moment concerne les citoyens bissau-guinéens, mais aussi tous ceux qui observent les recompositions politiques en Afrique de l'Ouest. Il oblige à repenser le rapport entre efficacité, légitimité et patience démocratique, sans réponse simple ni modèles universels. À l'échelle sociale, ce basculement invite à une vigilance partagée. Soutenir un retour à la stabilité ne signifie pas renoncer à l'exigence de transparence. Inversement, défendre les principes démocratiques ne peut ignorer les réalités d'un État affaibli et d'une population épuisée. C'est dans cet espace intermédiaire que se jouent les choix décisifs, souvent moins visibles que les annonces spectaculaires. Les comparaisons régionales, notamment avec des figures comme Ibrahim Traoré, continueront d'alimenter les débats. Elles peuvent éclairer certaines dynamiques, mais elles ne remplacent pas l'analyse fine des contextes locaux. Chaque trajectoire reste singulière, façonnée par son histoire, ses institutions et ses fractures propres. La question finale n'est donc pas seulement ce que deviendra la Guinée-Bissau, mais ce que ces transitions disent de notre tolérance collective à l'exception politique. Face à ces évolutions, quel équilibre faut-il défendre
entre l'urgence d'agir et la nécessité de préserver un horizon démocratique crédible.